Pendant que l'affaire Epstein monopolise l'espace médiatique, un autre sujet avance, discrètement, techniquement, et surtout, sans réel débat public. Ce sujet, c'est l'identité numérique européenne. Elle est présentée comme une mesure de sécurité, une avancée pratique, et surtout comme un outil indispensable pour protéger les mineurs. Mais quand on regarde d'un peu plus près, des questions sérieuses commencent à se poser. Et si l'arbre de la protection de l'enfance cachait une forêt de changements bien plus profonds pour nos libertés, le discours officiel est simple, et il faut le reconnaître, il est efficace. Internet serait devenu un Far West numérique, particulièrement dangereux pour les enfants. Ils peuvent accéder à des contenus inadaptés, être exposés au harcèlement sur des plateformes qu'on n'arrive plus à contrôler. Et l'anonymat, qui était autrefois une promesse de liberté, est aujourd'hui présenté comme le principal problème. Face à ce constat, la solution proposée semble tomber sous le sens « il faudrait vérifier l'identité, ou au minimum l'âge, des utilisateurs avant de leur donner accès à certains contenus ou services ». Sur le principe, qui pourrait s'y opposer ? La protection des mineurs est un objectif parfaitement légitime. Personne de sensé ne remet ça en cause. C'est un devoir collectif. Mais, comme souvent, le diable est dans les détails. Il est dans la mise en œuvre, et c'est là que les choses deviennent beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît. Au tout début, l'idée qui nous a été vendue était plutôt rassurante. On nous parlait d'un tiers de confiance, un acteur indépendant, une sorte d'arbitre technique. Son rôle aurait été simple, une simple vérification d'âge. Par exemple, confirmer à un site que vous avez bien plus de 18 ans, mais sans lui transmettre votre nom, votre date de naissance ou votre adresse. L'idée était de ne pas avoir de lien direct avec l'État. Sur le papier, le projet était séduisant. Il n'y avait pas de centralisation massive des données, pas de surveillance étatique, pas de traçage généralisé de nos activités en ligne. En bref, c'était une solution technique limitée à un usage très précis, protéger les enfants. Mais cette promesse, aussi belle soit-elle, a beaucoup évolué depuis. Aujourd'hui, le système qui se dessine est très différent. Il repose sur l'EUDI, l'European Digital Identity, ou portefeuille d'identité numérique européen. Et là, on change complètement de dimension. Ce projet est porté directement par les institutions européennes, sous l'égide du Conseil européen. On ne parle plus d'un acteur tiers et indépendant. On ne parle plus d'un simple intermédiaire technique. On parle d'un système institutionnel pensé dès sa conception pour être universel, interopérable entre tous les pays de l'Union et surtout extensible. Et c'est là que tout bascule. On ne parle plus seulement de vérifier l'âge des internautes, on parle de créer une infrastructure capable de gérer l'ensemble de notre vie numérique. C'est un point absolument crucial à comprendre. L'identité numérique européenne n'est pas conçue pour un seul et unique usage. Elle est pensée comme une brique centrale, une fondation sur laquelle tout le reste viendra se construire. Demain, cette identité pourrait servir à accéder à vos services administratifs, comme les impôts ou la sécurité sociale. Elle pourrait être exigée par des plateformes privées, comme les réseaux sociaux, les sites de commerce en ligne ou même les services de streaming. Elle deviendrait la clé d'une authentification généralisée pour presque tout ce que vous faites en ligne. En d'autres termes, une fois que cette infrastructure sera en place, ses usages pourront s'étendre à l'infini. Et attention, ce n'est pas forcément par une sorte de complot machiavélique, c'est simplement par une logique d'efficacité et de commodité. Une fois que l'outil existe, il est tentant de l'utiliser pour tout. C'est toujours comme ça que ça commence. Alors, posons-nous une question simple, mais fondamentale. Que deviennent nos libertés dans ce nouveau monde ? Que devient l'anonymat en ligne, cette capacité à s'informer, à s'exprimer ou simplement à naviguer sans que chaque clic soit rattaché à notre identité civile? Que devient la consultation libre de contenu sans avoir à montrer patte blanche à chaque fois? Et surtout, dès lors, que devient cette dissociation essentielle entre notre identité de citoyen et notre activité numérique, qui nous permet d'explorer des idées, de commettre des erreurs, de changer d'avis, sans que cela soit inscrit dans un dossier numérique permanent? Quand chaque accès peut être conditionné à une identité validée par une infrastructure centrale, même si on nous jure que les données sont protégées, même si on nous assure que les intentions sont bonnes, le rapport de force change radicalement. On se retrouve avec moins d'options,
plus de dépendance vis-à-vis d'un système unique et finalement beaucoup moins de marge de manœuvre individuelle. Et c'est là que l'argument de la sécurité des mineurs devient une arme redoutable. C'est là que le débat devient presque impossible à avoir sereinement. Qui oserait se lever et dire publiquement « Je suis contre la protection des mineurs » ? Absolument personne. Et c'est précisément ce qui rend ce sujet si sensible et si puissant. Quand une mesure est présentée sous un angle moralement incontestable, elle permet de faire passer des transformations extrêmement profondes sans qu'il y ait un débat équivalent sur les conséquences d'à long terme. L'objectif est si noble qu'il semble justifier tous les moyens, même les plus problématiques, pour nos libertés futures. La fin justifie les moyens, et la discussion s'arrête là. Maintenant, prenons un peu de recul et regardons le timing médiatique. En ce moment, l'affaire Epstein est omniprésente. Elle suscite une émotion maximale. Elle sature complètement l'espace médiatique et elle provoque une indignation totalement légitime. Tout le monde regarde dans cette direction. Et pendant ce temps, à Bruxelles, dans les commissions, des textes avancent. Des cadres réglementaires se mettent en place. Des décisions techniques très concrètes sont actées. Et tout cela se fait sans les projecteurs, sans l'attention du grand public. Ce n'est pas une accusation de complot. C'est un simple constat sur la manière dont notre attention collective est priorisée. Quand un scandale majeur occupe tout l'espace, les sujets plus techniques, plus complexes, mais aux conséquences tout aussi importantes, passent sous les radars. Pour conclure, je ne dis pas que l'identité numérique est un mal absolu. Je ne dis pas qu'il y a une intention cachée unique et malveillante derrière ce projet. Je pose simplement des questions qui me semblent essentielles. Pourquoi une infrastructure aussi puissante, qui va redéfinir notre rapport au numérique, est-elle introduite par le biais d'un sujet aussi émotionnellement verrouillé que la protection de l'enfance ? Pourquoi le débat public sur les libertés fondamentales arrive-t-il toujours après que les décisions techniques ont été prises ? Et pourquoi ce sujet avance-t-il si vite et si discrètement, pendant que l'opinion publique regarde complètement ailleurs ? L'histoire nous a appris une chose. Les plus grands changements ne sont que rarement imposés brutalement. Ils sont introduits petit à petit. Ils sont normalisés progressivement jusqu'à ce qu'ils deviennent une évidence contre laquelle il est trop tard pour lutter. Si vous aussi vous pensez que ces sujets méritent bien plus que des slogans rassurants et des débats superficiels, alors abonnez-vous. Partagez cette vidéo et continuons ensemble à poser les bonnes questions avant qu'il ne soit trop tard pour pouvoir encore choisir. Merci de m'avoir écouté.